À Thanksgiving, ma mère a installé une minuscule table pliante dans le coin pour moi et mes deux fils pendant que tout le monde était assis à la table principale. C'est ici que s'assoient les parents pauvres, a-t-elle annoncé devant tout le monde. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris leurs mains et je suis parti pour toujours. Dès le lundi. Ma famille a installé une petite table dans le coin pour moi et mes enfants au dîner de Thanksgiving pendant que tout le monde était assis ensemble à la table principale. C'est ici que s'assoient les parents pauvres. Ma propre mère l'a annoncé devant toute la famille. Mes enfants m'ont regardé, confus et humilié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé tranquillement, j'ai pris mes enfants par la main et j'ai quitté cette maison pour la dernière fois. Le lundi matin, ma mère allait apprendre exactement au nom de qui était tout ce qu'elle pensait contrôler. Je m'appelle Saskia Anne. Et pendant 34 ans, j'ai cru que ma famille ne savait tout simplement pas comment montrer son amour à voix haute. Je me suis dit que c'était la raison. Non pas qu'ils ne m'aimaient pas, juste qu'ils n'étaient pas faits pour la douceur. Je trouvais des excuses de la même manière que certaines personnes préparent du café automatiquement chaque matin sans même y penser. Je veux vous raconter ce qui s'est passé à cette table de Thanksgiving. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qu'il a fallu pour en arriver là. Parce qu'une femme ne quitte pas la maison de sa mère, les mains de ses enfants dans les siennes, à moins que quelque chose en elle ne se brise silencieusement depuis des années. J'étais l'enfant du milieu. Mon frère Ulysse était le doré. Charmant, bruyant, le genre de personne qui remplissait une pièce juste en y entrant. Ma sœur Verity était le bébé, protégé et adoré de cette manière particulière dont le sont souvent les plus jeunes enfants. Et moi, j'étais Saskia, la fiable Saskia, celle qui se souvenait des anniversaires, qui conduisait 2 heures pendant les vacances et qui n'a jamais, pas une seule fois, demandé quoi que ce soit en retour. Mon père est décédé il y a 6 ans. Il s'appelait Corbett Fin, et c'était un homme tranquille qui aimait farouchement mais parlait peu. Avant de mourir, il m'a prise à part à l'hôpital, sa main tremblant autour de la mienne, et il m'a dit quelque chose que je n'ai pleinement compris que bien plus tard. Il a dit, Saskia, je te laisse la propriété du chalet. Pas à ta mère, à toi. Tu es la seule qui en prendra vraiment soin, et je veux que tu mettes quelque chose en place pour tous les petits-enfants. Les garçons de Ulysse, la fille de Verity, aussi. Pas seulement les tiens, tous. Je lui ai promis que je le ferais. Ce que mon père m'a laissé n'était pas seulement un terrain au bord du lac où nous avions passé tous les étés de mon enfance. C'était aussi un modeste fonds d'études qu'il avait constitué sur des décennies. Discrètement, à partir d'une petite entreprise qu'il avait dirigée pendant 30 ans en réparant du matériel agricole. Il m'a nommé fiduciaire, pas ma mère. Moi. Il a dit dans les documents qu'il faisait plus confiance à mon jugement qu'à celui de n'importe qui d'autre, et que l'argent était pour l'avenir de ses petits-enfants, tous les 6, à parts égales, lorsque chacun d'eux aurait 18 ans ou en aurait besoin pour ses études. Je n'ai jamais dit les chiffres exacts à personne. Je ne me suis jamais vanté. J'ai simplement fait ce qu'il demandait. Je remplissais les documents fiscaux chaque année. Je rencontrais l'avocat de la succession 2 fois par an. Je m'assurais que l'argent était en sécurité, croissant lentement, attendant des enfants qui ne savaient même pas qu'il existait. Ma mère, Ginevra, connaissait l'existence du terrain. Elle connaissait l'existence du fonds en termes généraux. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne à part l'avocat et moi ne savait, c'est que c'était moi qui donnais mon approbation. Elle a supposé, je pense, qu'une banque sans visage gérait tout cela. De la manière dont il est facile de supposer quand on n'a jamais été assez curieux pour demander. J'ai 2 enfants, Rowan, qui a 11 ans et qui est déjà plus drôle que la plupart des adultes que je connais, et Beckett, qui a 8 ans et pose des questions sur l'univers auxquelles je ne peux pas toujours répondre. Leur père et moi nous sommes séparés il y a 4 ans, de manière assez amicale, et je les ai élevés principalement seuls dans une petite maison de location à 2 villes de là où j'ai grandi. Je n'étais pas riche. Je conduisais une voiture avec près de 200 000 miles au compteur. Je travaillais comme hygiéniste dentaire, ce qui est un travail honnête, mais ce n'est pas le genre de travail que ma mère mentionnait fièrement à ses amis. C'est l'élément que vous devez comprendre avant Thanksgiving. Ma mère était, dans son propre esprit, une femme d'un certain rang. Ulysse était devenu directeur régional dans une compagnie d'assurance et avait une maison avec un garage pour 3 voitures. Verity avait épousé un membre d'une famille qui possédait 2 restaurants. Et moi, je soignais les dents des gens,
Je conduisais une vieille berline et j'arrivais à chaque réunion de famille avec des petits pains faits maison parce que ceux achetés en magasin donnaient l'impression d'admettre une défaite. J'aurais dû voir les petites cruautés s'accumuler pendant des années. La façon dont ma mère me présentait à l'église comme ma fille qui travaille dans le secteur de la santé, sans jamais mentionner de quel type, laissant les gens supposer médecin ou infirmière. La façon dont elle posait des questions sur les promotions de Hollis devant moi, mais ne demandait jamais comment mes enfants s'en sortaient à l'école. La façon dont, à chaque fête, ma place à table semblait s'éloigner un peu plus du centre. Je repense maintenant à un Noël où j'avais peut-être 10 ans, et ma mère distribuait les cadeaux en appelant les noms un par un, en progressant vers ce qu'elle considérait clairement comme les meilleurs cadeaux pour la fin. Hollis passait en dernier chaque année. Je ne pense pas qu'elle le faisait avec une réelle cruauté à l'esprit. Je pense que c'était simplement de l'instinct, un ordre qu'elle n'a jamais examiné, de la même manière que certaines personnes n'examinent jamais pourquoi elles se servent toujours la première tasse d'une cafetière fraîche. Verity était le bébé surprise né 9 ans après moi et au moment où elle est arrivée, ma mère avait déjà décidé qui dans la famille nécessitait des soins attentifs et à qui on pouvait faire confiance pour se débrouiller seul. Je suis tombé dans la deuxième catégorie très tôt et j'y suis resté pendant 3 décennies sans qu'on me demande une seule fois si je le voulais. Il y a eu un été, à l'époque où mon père était encore en vie, où il m'a discrètement glissé une enveloppe d'argent liquide avant que je ne retourne à l'université, en me disant de ne le mentionner à personne. « Ta mère pense que tu n'en as pas besoin, a-t-il dit. Parce que tu ne demandes jamais. » Je ne comprenais pas à 19 ans que ne pas demander n'était pas de la force. C'était juste une habitude que j'avais développée pour survivre dans une maison où demander ne vous valait que rarement autre chose qu'un sermon sur la gratitude. Mais je trouvais des excuses. C'est ce que je fais. J'ai trouvé des excuses jusqu'au moment où je ne pouvais plus le faire. Quelques semaines avant ce Thanksgiving, j'étais au récital scolaire de la fille de Verity, et je me souviens être resté sur le parking après, à regarder le mari de Verity charger un nouvel ensemble de clubs de golf dans une voiture que je ne reconnaissais pas. Et leur famille parlait d'une célébration de renouvellement de vœux qu'ils prévoyaient pour le printemps dans un lieu que je savais, par des amis qui y avaient travaillé, ne pas être bon marché. Je me souviens d'un éclair de surprise. Une petite pensée silencieuse qui m'a traversé et est repartie aussi vite. Les affaires doivent bien marcher, me suis-je dit. Et je n'y ai plus pensé. Je n'avais aucune raison de le faire. Personne ne m'en avait encore donné une. Thanksgiving est tombé le 4e jeudi de novembre cette année-là. Et j'ai conduit les 2 heures jusqu'à la maison de ma mère avec une voiture pleine de petits pains et une tarte à la citrouille que Beckett m'avait aidé à faire, ses petites mains poudrées de farine. Si fier de lui, il avait insisté pour porter la tarte lui-même dans la maison. La maison était déjà pleine quand nous sommes arrivés. La famille de Hollis avait réquisitionné le salon. Le mari de Verity découpait quelque chose dans la cuisine qui n'était même pas encore la dinde, un apéritif que personne n'avait demandé, le genre de spectacle qu'il aimait monter. Ma mère m'a salué d'une brève étreinte, du genre qui ne touche pas vraiment, et m'a dit que le dîner serait bientôt prêt. Je n'ai pas remarqué la disposition de la table avant que nous nous asseyions. La salle à manger contenait une longue table, magnifiquement dressée, où ma mère, Hollis et sa femme et leurs 2 garçons, Verity et son mari et leur fille, ont tous trouvé leur place. Et dans le coin de la pièce, près de l'entrée de la cuisine, se trouvait une petite table pliante, du genre que l'on utiliserait pour un jeu de cartes, dressée avec des assiettes dépareillées et 2 chaises pliantes sorties du garage. Je suis resté là un moment, sincèrement confuse, attendant que quelqu'un explique que le placement était temporaire, une erreur ou une blague. Ma mère m'a regardé et a fait un geste vers la table du coin avec le même ton désinvolte qu'elle pourrait utiliser pour indiquer ou accrocher un manteau. « C'est ici que s'assoient les parents pauvres » a-t-elle dit. Elle l'a dit légèrement, presque avec tendresse. De la manière dont on dirait quelque chose que l'on croit simplement vrai et légèrement amusant. Mais elle l'a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. Assez fort pour que les garçons de Hollis gloussent. Assez fort pour que mes propres enfants, debout à côté de moi, deviennent très immobiles. Rowan m'a regardé en premier, puis Beckett. Leurs visages n'étaient pas en colère. Ils étaient confus. Et puis, un instant plus tard, ils ont compris exactement ce qui venait d'être dit à propos de leur mère, et leur confusion s'est transformée en quelque chose de plus silencieux et de bien pire. L'humiliation sur les visages d'un enfant de 11 ans et d'un enfant de 8 ans à une table de fête à cause de 6 mots que leur grand-mère avait dit en plaisantant. Je veux vous dire que j'ai fait une scène, que j'ai élevé la voix, que j'ai dit quelque chose de vif et d'inoubliable, que j'ai donné à ma mère la réaction qu'elle cherchait clairement. Je ne l'ai pas fait.
Quelque chose en moi est devenu très calme et très clair, de la manière dont l'eau devient immobile juste avant de geler. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé ma mère pendant un long moment, assez longtemps pour que la pièce remarque le silence. Et puis j'ai baissé les yeux vers mes enfants. Prenez vos manteaux, ai-je dit doucement. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit, attends, ce n'était pas notre intention. Assieds-toi avec nous. Hollis a baissé les yeux sur son assiette. Verity a soudainement trouvé quelque chose de fascinant dans son verre d'eau. L'expression de ma mère ne s'est pas du tout fissurée. Au contraire, elle avait l'air légèrement satisfaite, comme une femme qui avait enfin dit la chose qu'elle voulait dire depuis des années et trouvait que le goût était exactement aussi bon qu'elle l'avait imaginé. J'ai pris mes enfants par la main, et nous sommes sortis de cette maison. Derrière nous, j'ai entendu la voix de ma mère, imperturbable, dire à tout le monde de commencer sans nous, que les petits pains restants feraient plus pour tout le monde. Nous avons roulé en silence pendant les 20 premières minutes. Puis Beckett, depuis la banquette arrière, a demandé d'une petite voix, « Maman, est-ce qu'on est pauvre ?» J'ai garé la voiture. Je me suis retourné et j'ai regardé mes deux enfants, et je leur ai dit la vérité aussi doucement que possible, que nous n'avions pas autant d'argent que certaines personnes de notre famille, et qu'il n'y avait rien de honteux à cela. Et que quiconque faisait en sorte qu'un enfant se sente petit à cause de quelque chose comme l'argent avait un problème bien plus grand que nous. Rowan, plus âgé et plus vif, a demandé pourquoi mamie dirait quelque chose comme ça si ce n'était pas vrai. Je n'avais pas de bonne réponse à cette question. Pas encore. J'ai appelé mon ami Odalie ce soir-là, une fois les enfants enfin couchés. Odalie et moi avions travaillé dans le même cabinet dentaire pendant 6 ans, et c'était le genre d'ami qui ne vous pressait jamais de vous sentir mieux, qui s'asseyait simplement dans l'inconfort avec vous jusqu'à ce qu'il fasse place à autre chose. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. La table du coin, les mots que ma mère avait utilisés, la façon dont les visages de mes enfants avaient changé en un instant. Odalie est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit quelque chose que je garde en moi depuis. Saskia, tu as passé toute ta vie à essayer de gagner une place à une table qui n'allait jamais te faire de la place. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de postuler. Je n'ai pas eu de réponse à cela tout de suite. Je suis juste resté avec ça, de la manière dont on reste avec quelque chose de vrai que l'on n'est pas tout à fait prêt à admettre à voix haute. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait devant moi et j'ai pensé à mon père. J'ai pensé à la promesse que je lui avais faite dans cette chambre d'hôpital. Et j'ai pensé au fait que dans 4 jours, le lundi matin, j'avais un appel prévu avec notre avocat de la succession pour examiner le dépôt annuel du fonds. Un appel qui était au calendrier depuis 6 semaines, complètement sans rapport avec ce qui s'était passé à cette table. Je n'ai pas planifié ce qui a suivi comme une vengeance. Je veux être honnête à ce sujet. Ce qui a suivi est simplement arrivé parce que cela était déjà en mouvement silencieusement depuis des mois et que Thanksgiving s'est avéré être le moment où j'ai arrêté de détourner le regard. Voici ce que je n'avais dit à personne, pas même à mes frères et sœurs. Environ 4 mois plus tôt, j'avais remarqué quelque chose d'étrange en préparant les documents annuels du fonds. Un retrait plus important que n'importe quel versement pour l'éducation aurait dû l'être avait été autorisé en utilisant une signature faite pour ressembler à celle de mon défunt père. Datant d'une période où je savais pertinemment que j'étais hors de l'état pour un cours de formation professionnelle pendant une semaine entière. Je ne l'avais pas autorisé. Je n'avais même pas été près d'un ordinateur qui aurait pu l'autoriser. À l'époque, je me suis dit que c'était peut-être une erreur de bureau. Je l'ai signalé discrètement à la banque du fonds et leur ai demandé d'enquêter, de la manière dont on demanderait à un mécanicien de vérifier un bruit étrange dans sa voiture avant de décider de s'inquiéter. Le service de conformité de la banque a ouvert une enquête. Ces choses avancent lentement, des semaines, puis des mois de paperasse, de vérification et d'appels téléphoniques que je gérais principalement pendant mes pauses déjeuner au cabinet dentaire. Sans jamais le mentionner à quiconque car je n'avais pas encore de réponse et je n'ai jamais aimé parler en demi-vérité. Ce que je ne savais pas avant cet appel du lundi matin, c'était où la piste menait réellement. Je me suis assise pour cet appel du lundi à ma table de cuisine, la même table où Beckett m'avait aidé à fariner une pâte à tarte 2 jours plus tôt. Et je me souviens m'être préparé avant même que l'avocate n'ait fini de dire bonjour. Elle s'appelait Marguerite Voss, et je travaillais avec elle depuis 6 ans à ce moment-là, depuis que la succession de mon père avait été homologuée. Elle avait l'habitude de faire une pause avant d'annoncer quoi que ce soit de difficile. Et ce lundi-là,
La pause a duré si longtemps que je lui ai demandé directement si c'était grave. Ce n'est pas simple, a-t-elle dit. Mais nous avons enfin des réponses, et je pense que vous allez vouloir vous asseoir pour cela, si vous ne l'êtes pas déjà. La voix de l'avocate au téléphone était prudente, de la manière dont les professionnels le deviennent quand ils savent qu'ils sont sur le point de remettre quelque chose de lourd à quelqu'un. L'enquête de la banque avait retracé le retrait non autorisé à travers une série de transferts. Il avait finalement été demandé en utilisant des documents qui indiquaient l'adresse de ma mère comme point de contact et avait été déposé finalement sur un compte lié à une petite entreprise d'organisation d'événements que le mari de Varity avait lancé ce printemps-là. Le même printemps, j'ai réalisé avec un sentiment lent et écrasant, où ils avaient soudainement pu se permettre une location de salle de mariage beaucoup plus grande pour une fête de renouvellement de vœux qu'ils avaient organisée. Je me suis souvenu d'y avoir assisté, une fête où j'avais complimenté les fleurs sans aucune idée de ce qui les avait payées. Le montant n'était pas petit. L'avocate a utilisé le mot significatif, assez pour que les fonds fiduciaires alloués à 2 des petits-enfants de mon père aient été discrètement vidés, remplacés par des documents conçus pour paraître routiniers à quiconque ne vérifiait pas de près. Et je n'avais pas vérifié d'assez près parce que je faisais confiance que personne d'autre n'y avait accès, parce que je faisais confiance qu'une signature sur un bout de papier signifiait ce qu'elle était censée signifier. Je me suis assise dans ma cuisine, le téléphone contre mon oreille, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir froid, puis très immobile. Pas de la rage exactement, quelque chose de plus silencieux et de plus permanent. Êtes-vous certaine, ai-je demandé à Marguerite. Que ce n'est pas une sorte d'erreur de la part de la banque, une erreur de traitement, un numéro de compte mélangé? Je n'essayais pas de me convaincre du contraire. Je pense que j'avais juste besoin de l'entendre l'exclure complètement avant de me permettre de le croire. Elle m'a dit que les examinateurs de fraude de la banque avaient déjà exclu cela des jours plus tôt, que le modèle de signature sur le document ne correspondait à rien dans les dossiers d'avant le décès de mon père, et que l'adresse de réexpédition indiquée pour la correspondance avait été mise à jour à un moment donné ce printemps-là à l'adresse du domicile de ma mère au lieu de l'adresse postale habituelle du fonds. Ce dernier détail a été ce qui a finalement réglé la question pour moi. Une erreur de traitement ne met pas à jour une adresse postale. Une personne le fait. J'ai demandé à l'avocate ce qui se passait ensuite. Elle a expliqué que l'équipe de conformité de la banque était tenue de signaler toute utilisation non autorisée suspectée de la signature d'un titulaire de compte décédé aux autorités compétentes et que ce processus suivrait son propre calendrier lent et distinct. Potentiellement 1 an ou plus avant que quoi que ce soit de formel ne soit conclu. Séparément, en tant que fiduciaire, j'avais le droit de poursuivre la restitution directement, ce qui était plus rapide puisque la banque elle-même reconnaissait que les fonds étaient sortis de manière inappropriée et avait son propre processus de recouvrement pour exactement ce genre de situation. Je n'ai pas appelé ma mère ce jour-là. J'ai laissé le processus faire ce que les processus font. J'ai rassemblé la documentation demandée par l'avocate. J'ai répondu aux questions de la banque simplement et factuellement sans embellissement car la vérité n'avait pas besoin d'embellissement. Il a fallu 3 semaines pour que ma mère m'appelle, la voix tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a dit que la banque l'avait contactée, lui posant des questions sur son lien avec le retrait, et elle voulait savoir ce que diable j'avais fait, entraînant la famille dans une sorte d'enquête pour une confusion de paperasse. Je lui ai demandé calmement quelle signature la banque croyait avoir été utilisée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Elle m'a finalement dit qu'elle avait seulement eu l'intention d'emprunter sur ce qu'elle appelait sa part. Qu'elle avait toujours supposé qu'elle aurait accès au fonds puisque c'était, selon ses propres mots, de l'argent de famille, et que l'entreprise du mari de Varity avait besoin d'un coup de pouce, et qu'elle n'avait pas voulu me déranger avec quelque chose de si petit. Elle l'a dit comme une femme expliquant pourquoi elle avait pris une serviette supplémentaire dans un restaurant. Comme si l'ampleur de ce qu'elle avait fait n'avait pas été pleinement enregistrée parce que dans son esprit, cela n'avait jamais vraiment quitté la famille. Cela avait simplement été déplacé du compte d'un enfant à un autre. Ton père aurait voulu que ses petits-enfants s'entraident, a-t-elle ajouté, presque sur un ton offensé, comme si cela justifiait de décider seul quels petits-enfants avaient besoin d'aide et lesquels pouvaient attendre. J'ai pensé à souligner que la fille de Varity était l'un des 6 comptes que le fonds était censé protéger, aussi. Et que financer l'entreprise du père de sa cousine n'était pas exactement le genre d'aide que mon père avait imaginé. Je ne l'ai pas dit. Certaines disputes ne valent pas la peine d'être menées avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il n'a rien fait de mal. Je lui ai dit que ce n'était pas à elle de le déplacer. Je lui ai dit que mon père m'avait nommé fiduciaire spécifiquement, sur papier, devant un avocat, pour une raison.
Je lui ai dit que l'enquête de la banque avait déjà confirmé que la signature ne correspondait à rien de la période en question car mon père était parti depuis plus d'1 an au moment où ce document particulier a été créé. Elle ne s'est pas excusée. Ce qu'elle a dit à la place, et je m'en souviens précisément, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si dramatique à propos d'une affaire de famille et que j'avais toujours eu le don de compliquer les choses simples. Même alors, face aux faits évidents, elle a cherché une version des événements où j'étais le problème. Je lui ai fait savoir que le processus de conformité et de renvoi légal de la banque était déjà en cours, indépendamment de tout ce que je pouvais arrêter, même si je le voulais, et qu'à l'avenir, toute communication concernant le fonds passerait par l'avocat. Puis je lui ai dit autre chose, quelque chose que j'avais décidé assise seule à ma table de cuisine des semaines plus tôt. Je lui ai dit que jusqu'à ce qu'elle soit prête à avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé à cette table de Thanksgiving et sur ce qu'elle avait fait avec l'argent destiné à l'avenir de ses propres petits-enfants, je ne ramènerai pas mes enfants dans sa maison. Elle m'a raccroché au nez. Les nouvelles voyagent vite dans des familles comme la mienne. Hollis a appelé 2 jours plus tard, sa voix prudente, clairement pris au milieu. Il m'a dit qu'il n'avait rien su de l'argent, et je l'ai cru. Hollis a de nombreux défauts, mais la sournoiserie n'en a jamais fait partie. Il a admis à voix basse qu'il s'était senti mal à l'aise à propos de la table du coin, aussi. Qu'il avait failli dire quelque chose ce jour-là et ne l'avait pas fait, et qu'il le regrettait. Ce n'était pas une explication complète, mais c'était honnête, et j'ai apprécié qu'il ne fasse pas semblant. Je n'arrête pas de penser au visage des garçons, m'a-t-il dit, en parlant de ses propres fils, qui étaient assis à la table principale ce jour-là sans bien comprendre pourquoi leur cousin n'y était pas. Ils m'ont demandé sur le chemin du retour pourquoi toi et les enfants étiez partis et je n'avais pas de bonne réponse. Je n'en ai toujours pas vraiment. Il a fait une pause, puis il a posé la question vers laquelle je pense qu'il tendait depuis le début de l'appel. Est-ce vrai ce que les gens disent sur maman et le fond? Je lui ai dit ce que je pouvais sans transformer notre conversation en quelque chose que l'avocat aurait besoin de gérer. Je lui ai dit que les comptes de ses propres garçons faisaient partie de ceux qui avaient été affectés et qu'ils seraient rétablis intégralement quoi qu'il arrive d'autre. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit, à voix basse et un peu secouée, qu'il n'avait jamais pensé une seule fois à se demander d'où venait l'argent pour la fête de printemps de Varity. On n'audite pas sa propre mère, a-t-il dit. On ne pense tout simplement pas de cette façon à propos de la famille. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement car jusqu'à 4 mois plus tôt, moi non plus. Varity était plus difficile. Elle a appelé, furieuse, insistant sur le fait que l'entreprise de son mari était légitime et prospère et n'avait rien à voir avec l'argent d'un fonds, que j'essayais de détruire leur réputation par jalousie de leur succès. Tu as toujours été amère que les choses soient plus faciles pour nous, a-t-elle dit, la voix montant. C'est juste une autre façon pour toi de te faire passer pour la victime. Je l'ai laissé finir parce que j'avais appris il y a longtemps qu'interrompre Varity ne faisait que la faire s'obstiner davantage. Quand elle a eu fini, je lui ai dit aussi gentiment que possible que les propres dossiers de la banque racontaient une histoire différente de celle qu'elle voulait croire, que l'examen de conformité n'était pas quelque chose que j'avais inventé ou demandé par dépit, et que j'espérais. Pour le bien de sa fille, qu'elle voudrait finalement connaître la vérité plutôt que de défendre une version qui protégeait son mari. Elle a raccroché aussi. Il s'écoulerait près d'1 an avant que nous nous reparlions, et même alors, ce n'était pas chaleureux. Un échange guindé à la remise de diplôme d'un cousin. Toutes les deux assez polies pour le bien des enfants qui se tenaient à proximité, aucune de nous ne cherchant rien de plus que cela. L'entreprise de son mari, j'ai appris plus tard, grâce au lent renvoi légal qui se poursuivait discrètement en arrière-plan, a fait face à son propre jugement une fois que la source de son financement initial a été examinée. Ce processus appartenait à des institutions bien au-delà de mon contrôle, et je n'ai jamais demandé de mise à jour à Marguerite au-delà de ce que je devais savoir en tant que fiduciaire. J'ai décidé que certaines choses n'étaient plus à moi de porter. Les mois suivants furent calmes, de la manière dont la guérison est calme, pas dramatique, juste constante. Le processus de recouvrement et de restitution de la banque a suivi ses canaux, restaurant ce qui pouvait être restauré mois par mois jusqu'à ce que les parts du fonds appartenant aux 6 petits-enfants, y compris les garçons de Hollis et la fille de Varity, soient exactement comme mon père l'avait prévu. Le renvoi de conformité distinct a continué sur son propre long calendrier en arrière-plan, hors de mes mains entièrement, un processus que je vérifiais périodiquement, mais que je ne pouvais pas précipiter et n'avais pas besoin de le faire. Dans les semaines qui ont suivi Thanksgiving, j'ai observé mes enfants attentivement, de la manière dont on vérifie un bleu pour voir s'il guérit bien. Rowan est devenu plus silencieux pendant un certain temps, et un soir, sans qu'on le lui demande,
il m'a demandé si nous allions passer toutes les vacances seuls à partir de maintenant. Je lui ai dit que nous ne serions pas seuls. Nous choisirions simplement qui pourrait s'asseoir à notre table. Et c'était une sorte de liberté que la plupart des gens n'ont jamais. Beckett, étant plus jeune, l'a traité différemment. Il a commencé à demander de temps en temps si la maison de mamie avait une table pour les pauvres et une table pour les riches pour d'autres personnes aussi, comme si c'était simplement une règle étrange de cette maison particulière plutôt que quelque chose qui le visait. Je n'ai pas corrigé cette interprétation tout de suite. Certaines vérités sont plus faciles à tenir pour un enfant de 8 ans en plus petits morceaux. En décembre, j'avais inscrit les 2 enfants à quelques séances supplémentaires avec un conseiller scolaire. Non pas parce que quelque chose n'allait pas exactement, mais parce que je voulais qu'ils aient un espace en dehors de moi où ils pourraient dire ce qu'ils ressentaient sans se soucier de protéger mes émotions dans le processus. Rowan, le conseiller m'a dit plus tard, a surtout parlé de vouloir savoir pourquoi un adulte dirait quelque chose comme ça devant des enfants. Beckett dessinait principalement des images de notre maison avec une énorme table de cuisine. Chaque chaise de la même taille exacte. J'ai avancé dans ma propre vie. J'ai découvert au cours de cette année que quitter la maison de ma mère n'avait rien brisé qui avait réellement été entier au départ. Cela m'avait simplement empêché de prétendre qu'une fracture était une fondation. J'ai construit de nouvelles traditions de vacances avec mes enfants. Des Thanksgiving plus petits et plus calmes à notre propre petite table. La seule table où personne ne s'asseyait dans un coin car il n'y avait pas de coin où s'asseoir. Le Thanksgiving suivant, exactement un an après la table du coin, nous avons invité Odalie et ses 2 enfants et Hollis a demandé presque timidement si lui et ses garçons pouvaient venir aussi. Pas de femme cette fois, pas besoin d'explication. J'ai dit oui. Nous n'avons sorti d'assiette dépareillée pour personne. Nous n'en avions pas besoin. Rowan a découpé la dinde cette année-là, mal, avec beaucoup trop de confiance pour quelqu'un qui ne l'avait jamais fait auparavant. Et Beckett a insisté pour dire le bénédicité, qui s'est transformé en une liste de 3 minutes de tout ce pourquoi il était reconnaissant, y compris à un moment donné les tables où tout le monde a sa place. J'ai dû m'excuser et aller dans la cuisine un moment après celle-là, juste pour reprendre mon souffle. Hollis est revenu lentement. Il a commencé à appeler plus souvent, à rendre visite avec ses garçons, faisant savoir à Rowan et Beckett qu'ils avaient au moins un oncle qui les voyait clairement. Il n'a jamais complètement coupé le contact avec notre mère et je ne lui ai jamais demandé de le faire. Ce n'était pas mon combat à lui imposer. Ma mère, pour sa part, n'a jamais appelé pour s'excuser. Près d'1 an plus tard, elle a envoyé une carte pour l'anniversaire de Beckett. Pas de mots au-delà d'une signature, l'enveloppe adressée d'une écriture que j'avais connue toute ma vie, et je suis resté assise avec pendant un long moment avant de décider de la lui donner sans l'ouvrir. Il l'a lu, a haussé les épaules de la manière particulière dont les enfants de 8 ans haussent les épaules face à des choses trop grandes pour eux et a demandé s'ils pouvaient retourner jouer dehors. Je l'ai laissé faire. J'ai laissé mes enfants décider par eux-mêmes, quand ils seraient assez grands pour comprendre davantage l'histoire, de la place qu'ils voulaient lui laisser dans leur vie. Je n'allais pas faire ce choix pour eux comme des choix avaient été faits pour moi. J'ai entendu dire par Hollis que ma mère raconte toujours l'histoire de ce Thanksgiving différemment de moi. Que dans sa version, j'ai surréagi à une simple confusion de placement et les transformer en une crise familiale à propos d'argent que je n'avais jamais vraiment le droit de contrôler en premier lieu. J'ai fait la paix avec le fait qu'elle ne la racontera peut-être jamais autrement. Certaines personnes préfèrent protéger l'histoire avec laquelle elles peuvent vivre plutôt que d'affronter celle qui est réellement vraie. Ce que je sais maintenant, assise à ma propre table avec mes propres enfants, c'est que l'amour n'est pas censé venir avec une chaise plus petite dans le coin. Il n'est pas censé venir avec une blague qui n'est pas vraiment une blague. Dite assez fort pour que les enfants l'entendent et assez bas pour que les adultes prétendent ne pas l'avoir entendu. Mon père le savait. C'est pourquoi il m'a confié quelque chose qu'il n'a jamais confié à personne d'autre. Non pas parce que j'étais sa préférée, mais parce qu'il savait que je protégerais ce qui comptait, même si le protéger signifiait s'éloigner des personnes qui étaient censées me protéger en premier. Je pense souvent à ce Thanksgiving, plus avec colère, mais avec quelque chose de plus proche de la clarté. J'avais l'habitude de croire que s'éloigner de la famille signifiait perdre quelque chose. Ce que j'ai appris à la place, c'est que certaines tables ne vous soutenaient jamais vraiment en premier lieu. Vous étiez juste debout près d'elles, attendant d'être admis. Parfois, la chose la plus saine qu'une personne puisse faire est de se lever tranquillement, de prendre les mains qui comptent sur vous, et de se diriger vers une porte au lieu d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Mes enfants sont plus grands maintenant.
Rowan a commencé de temps en temps à mettre la table lui-même avant le dîner, insistant sur des assiettes assorties pour tout le monde, sans exception, comme s'il corrigeait encore tranquillement quelque chose de cet après-midi de novembre. Beckett ne pose plus de questions sur la table des pauvres. Il sait juste, sans avoir besoin des mots pour cela, que chez nous, chaque chaise est de la même taille. Si vous avez déjà eu à choisir la dignité de vos enfants plutôt que de préserver la paix à la table de quelqu'un d'autre, j'adorerais savoir comment vous vous en êtes sorti dans les commentaires.